Bien le bonsoir, l'incontournable, voici le sommaire de votre magazine d'information. La croix du ministre de l'Éducation chasse le démon de l'année blanche. Ibrahim Sall annonce une série de mesures pour sauver l'année, principalement le réaménagement du calendrier scolaire. Incarcération de Cheikh Béthio Thioune des Thiantakoun risque 1 an de prison ferme. Le réquisitoire du parquet de Thiès indique que les disciples du Cheikh sont coupables de voies de fait sur les forces de sécurité. Les prévenus manifestaient, je le rappelle, pour réclamer la libération de leur guide Cheikh Béthio Thioune en prison suite à la tuerie de Keur Samba Laobé. Le délibéré attendu vendredi. Les avocats du leader des jeunesses socialistes introduisent une demande de liberté provisoire ce jeudi. Barthélémy Diaz en prison suite à l'attaque de la mairie de Mermoz qui avait fait 1 mort. Le navire Aline Sitoé Diatta échoue sur un banc de sable. L'enlisement a résisté à l'intervention de l'armée pendant plus de 2 heures. Baisse de la fiscalité sur les salaires à partir de janvier 2013, annonce du chef de l'État Macky Sall à l'occasion de la fête du travail. Nous nous y arrêtons ce soir avec le fiscaliste Boubacar Sonko. Bien le bonsoir. Le point sur l'actualité tout de suite avec Cheikh Tidiane Diaw. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diarabel. Alors, bonsoir, cap sur Thiès. Thiès tout de suite. Thiès avec le parquet de Thiès donc, qui a requis 1 an d'emprisonnement ferme pour à l'encontre des Thiantakoun. Donc ils sont 21, le jugement donc, qui est mis en délibéré pour le vendredi prochain en direct de Thiès. Chérif Dia est en ligne. Bonsoir Chérif. Bonsoir, cher Tidiane Diaw. Ils ne sont plus 21, mais 44 sur les 67 Thiantakoun arrêtés le 24 avril lors des manifestations pour la libération de leur guide, Cheikh Béthio Thioune. Ils sont déjà jugés par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Et tous, comme vous l'avez dit, risquent 1 an d'emprisonnement ferme. C'est en tout cas le souhait du procureur de la République qui, dans son réquisitoire, a voulu que les prévenus soient condamnés pour les délits de violence et voies de fait à agent dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi de participation, d'approuvement non autorisé. Toutefois, le procureur demande au juge de relaxer les Thiantakoun pour les délits de destruction de biens appartenant à l'État, faute de preuves. Les 7 avocats de la défense ont, eux, plaidé pour la relaxe pure et simple des prévenus, car selon eux, le réquisitoire du procureur n'a aucun argument juridique et que le dossier est vide. L'affaire est mise en délibéré pour le 4 mai prochain. Pendant ce temps, les procès des 23 autres Thiantakoun se poursuivent et risquent de se terminer tard dans la nuit. Ici, au tribunal régional de Thiès, il faut juste dire que les familles des prévenus, mais aussi les avocats, ont bon espoir que tous seront libres vendredi, le 4 mai prochain, cher Tidiane. Merci beaucoup, Chérif Dia. Cheikh Tidiane Diaw, la suite, pas d'année blanche, annonce faite par le ministre de l'Éducation. Donc, le ministre de l'Éducation a annoncé une batterie de mesures pour sauver l'année scolaire, entre autres l'organisation de 2 sessions du BFM, probablement du baccalauréat également. Ibrahim Sall faisait face à la presse cet après-midi. Ses propos sont recueillis par Émile Diouf. Partant de la synthèse de toutes les propositions, je tiens à rassurer que premièrement, il n'y aura pas d'année blanche, pas de bachotage, ni de bâclage des cours. La validité des diplômes ne souffrira d'aucune contestation. Deuxièmement, les intérêts des enfants seront sauvegardés. Troisièmement, aucune partie ne sera lésée. Le découpage de l'année sera réajusté. Il s'agira de faire des efforts supplémentaires. En tout état de cause, il est important de noter que, premièrement, les enseignements apprentissages se poursuivront jusqu'en fin juillet. Deuxièmement, les examens du certificat d'études seront décalés d'1 semaine, mais auront lieu bien à d'être échus. Troisièmement, les examens du BFM se feront en 2 sessions, dans la première quinzaine du mois d'août 2012 et dans la première quinzaine du mois de novembre 2012. Quatrièmement, concernant l'examen du baccalauréat,
le ministère de l'Éducation nationale, en concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, précisera les modalités de son organisation. Cinquièmement, les évaluations sommatives, contrôle continu et composition se feront tant pour les classes intermédiaires que pour les classes d'examen sous de forme adaptée. Sixièmement, le mois d'août sera consacré aux vacances. Septièmement, le mois de septembre sera un mois de consolidation, de renforcement des enseignements, apprentissages pour les établissements réellement perturbés. Huitièmement, la rentrée scolaire 2012-2013 est maintenue à date échue. Le mois d'octobre sera consacré aux orientations en seconde et en sixième, à la propriété des écoles, aux inscriptions et réinscriptions et au démarrage effectif des cours. Ibrahim Sall, ministre de l'Éducation. Cheikh Tidiane Diaw, Aline Sitoé Diatta s'enlise, plus de peur que de mal. Le bateau Aline Sitoé Diatta donc s'est enlisé sur un banc de sable à l'embouchure du fleuve Casamance pendant 2 heures. C'était aux environs de 7 heures. La base navale, conformément au plan SAR, a été déclenchée avec succès. Le commandant du navire Martarfal donc a souhaité le dragage du fleuve Casamance pour éviter à l'avenir ce genre de problème. Et puis jusqu'au 16 mai prochain, c'est Ousmane Badiane qui va diriger le conseil régional de Dakar. Et Elhadji Malick Gakou lui a cédé le fauteuil ce matin lors d'une cérémonie de passation de service. Voici Ousmane Badiane qui dresse ici ses priorités. Ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Nous avions élaboré un contrat de mandature avec les populations locales pour dire que donc si vous nous élisez, nous ferons en sorte que les missions qui nous sont confiées, nous puissions les réaliser au profit des populations de la région de Dakar. Certes, le mandat n'est pas terminé, mais nous sommes très fiers du travail que nous avons abattu malgré des moyens limités. Et puis les populations approuvent la mesure prise par le chef de l'État pour supprimer certains privilèges accordés à certains travailleurs de la Sénélec. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Nafissatou Silla. C'est une mesure qui vient à point. Moi, je pense que les agents de la Sénélec doivent faire preuve de patriotisme. C'est des Sénégalais. C'est une société qui a besoin actuellement de renflouer ses caisses. Il faudrait que tout le monde paye. On a qui a été élu pour remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que les Sénégalais payent leurs factures d'électricité, notamment les agents de la Sénélec. Les travailleurs de la Sénélec, quand même, comme c'est eux quand même qui contribuent à la recherche de cette société-là, doivent y avoir des avantages. Hein. Je pense qu'aussi sur ça, je pense que pour moi, il ne s'agit pas de revenir sur ça, mais de voir aujourd'hui de la situation, de voir quels sont quand même les privilèges qui doivent être perçus par les agents de la Sénélec, mais par rapport à la situation de la boîte. Mais moi, je ne suis pas pour qu'effectivement, par exemple, qu'il n'y ait pas de facilitation par rapport, disons, à l'électricité et à la consommation. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui se débrouillent, qui puissent respecter qui puissent payer leurs factures. Or, il y a certains agents de la Sénélec, parce qu'ils ne payent pas, donc ils gaspillent l'argent. Ils gaspillent l'électricité. Ils doivent en fait payer au même titre que tous les Sénégalais leur facture d'électricité. En fait, ce sera permettre à la Sénélec d'avoir un nouveau souffle pour en fait une meilleure satisfaction de la clientèle sénégalaise. Ils ont des avantages. Bon, c'est des avantages liés à la profession. Bon, dans chaque métier aussi, on a habitué les Sénégalais par exemple, à ces avantages. Dans tous les corps dans tous les métiers, les gens ont des avantages. Peut-être que c'est un peu exagéré. Les agents de la Sénélec sont des citoyens comme tous les autres, donc ils doivent quand même payer toutes les factures qu'on les donne aussi. Donc même si aussi qu'ils travaillent là-bas, ils doivent avoir certains avantages bien sûr, mais aussi que certaines quand même indemnités aussi on doit quand même toutes les supprimer. Et puis Matassi Diallo se dit confiante sur l'effectivité, sur la baisse des prix des denrées de première nécessité.
Des mesures coercitives seront prises à l'endroit des commerçants véreux. La ministre du Commerce faisait face à la presse cet après-midi. Ses propos sont recueillis par Diafaraba. Nous nous sommes attelés à leur application sur le terrain. Nous avons demandé à ce que ces prix soient affichés dans les magasins. Nous avons demandé à nos services de veiller à ce que ces prix soient appliqués, mais les prix dans les régions doivent être modulés par le coût du transport. Et puis sur l'international, à noter le débat qui oppose Nicolas Sarkozy à François Hollande. Les deux finalistes de la présidentielle française doivent convaincre les électeurs qui vont voter donc ce dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle française. Donc débat qui se tient en ce moment même dans l'Hexagone. Khalifa. Donc plus que 4 jours pour convaincre. La suite de cette édition avec les avocats du maire de Mermoz Sacré-Cœur qui introduisent une demande de liberté provisoire ce jeudi. Barthélémy Diaz a rencontré le doyen des juges ce mercredi. Des avocats laconiques au terme de l'audition, mais tout de même confiants. Ali Atala. Barthélémy Diaz devant le doyen des juges suscite de l'espoir chez les avocats du secrétaire national des jeunesses socialistes. Le pool de défenseurs dépose dès ce jeudi une demande de mise en liberté provisoire du maire de la commune de Mermoz Baobab. Avec tous les éclaircissements et tous les détails qu'il avait en sa disposition, nous pensons vraiment, pour nous avocats de la défense, que l'audience s'est très bien passée. Demain à 11h, une demande de mise en liberté provisoire de Barthélémy sera déposée sur le bureau du doyen et nous avons bon espoir que cela marche. Le même optimisme anime les jeunesses socialistes et de l'opposition. Elles souhaitent entamer la campagne électorale avec leur camarade secrétaire général. On n'avait pas envoyé des nervis pour tenter d'assassiner Barthélémy. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si jamais il n'avait pas eu les moyens de se défendre. Je crois que dès qu'on répond à ces deux questions-là, on est en droit d'espérer légitimement qu'il soit libéré provisoirement en attendant que tout cela soit tiré au clair. Donc nous avons de l'espoir en tout cas par rapport à cette journée et à l'issue favorable de la demande de liberté provisoire. Les socialistes ont très tôt envahi la devanture de l'immeuble qui abrite le bureau du doyen des juges. Cela pour apporter soutien et réconfort à Barthélémy Diaz entendu depuis le matin. Revalorisation annoncée de la pension de retraite. Le président de la République Macky Sall indique une hausse d'au moins 10%. C'était à l'occasion de la fête du travail, mesure qui réjouit naturellement les concernés. Voici un portrait croisé de deux d'entre eux, portrait signé Fatidjeng Diafaraba. Sans le soutien financier de sa fille aînée, Madame Montero ne s'en sortirait pas. À 70 ans, l'assistante de direction à la retraite perçoit tous les 2 mois la somme de 100 000 francs CFA, une pension qui ne peut pas couvrir tous ses frais. Si nous n'avions pas des enfants qui travaillent, je ne sais pas ce que nous deviendrions. Oui, grâce à l'aide de mes enfants, à ma fille surtout, qui m'achète mes lunettes parce qu'il me faut des verres de correction que je ne porte pas en ce moment, et qui ne se fait pas attendre. Elle sait que régulièrement, elle me porte une aide sans que j'ai à lui demander. À quelques pâtés de maison d'Innocente Montero vit Badembay, un autre retraité. Après 37 ans de service, le technicien du son a des problèmes financiers. Pour nourrir sa famille, il est obligé de contracter des dettes. Notre tactique, c'est comme ça. On a une pension. On va sur le boutiquier, il nous donne à crédit les denrées qu'il nous faut. Et chaque fois que la pension vient, tu payes le crédit qu'on t'avait donné et tu attends notre pension. C'est ça que tu ne bouges jamais. Éternel recommencement. C'est toujours la même chose. Lors de la commémoration de la fête du travail, le président de la République a annoncé une hausse de 10% sur la pension des personnes retraitées. Ça a été une grande joie pour moi. Je me suis dit, depuis une dizaine d'années à peu près, on nous a augmenté nos retraites. Là, on va encore les revaloriser. C'est très bon pour nous. Et toute augmentation est la bienvenue. En tout cas, 10%, c'est bon, c'est bien.
Mais si vous pouvez faire mieux encore que ça, surtout que je ne parle pas de mon cas, le cas des personnes qui ont des retraites vraiment en dessous de 30 000 francs. À l'image de Badem et d'Innocente, beaucoup de personnes retraitées vivent un véritable calvaire. Pour le troisième âge, la nouvelle mesure prise par Macky Sall est une lueur d'espoir. Nous reparlons éducation. Sédhiou qui doit jubiler ce soir, mais juste à moitié. Le ministre Ibrahim Sall a annoncé ce mercredi qu'il n'y aura pas d'année blanche, conformément à la volonté des élèves, parents d'élèves et professeurs de Sédhiou. En revanche, la tutelle décide d'un réaménagement de l'année scolaire, ce pour sauver l'année justement. Eh bien, sur ce point précis, ces populations du Sud sont peu favorables, et ce pour des raisons météorologiques. Bakary Konté, Thierno Laurent Kouyaté. Non à une année blanche, non à une année invalide, déclaration faite par les élèves, professeurs et parents d'élèves de Sédhiou lors d'un grand rassemblement tenu au lycée Ibou Diallo. La particularité de la région de Sédhiou dans cette situation d'envergure nationale réside dans le fait qu'il n'y a pas une vraie menace comme la raison est très simple, c'est qu'il s'agit pour nous, élèves sédhiouis, une chance d'avoir l'écrasante majorité de nos enseignants qui appartiennent à des syndicats dont les mots d'ordre n'ont pas compromis le fonctionnement normal de l'évolution des programmes, comme c'est le cas dans le rapport de synthèse des rencontres de cellules sur la situation scolaire du proviseur nous a édifié que nos enfants ont atteint les 60% du quantum horaire. Et il reste encore 2 mois pour atteindre l'objectif. Nous disons non à l'année blanche et l'année invalide. Nous demandons aux autorités académiques des examens au mois de juillet 2012, car nos enfants sont prêts. Même discours tenu par les professeurs et l'administration. L'inspection d'académie de Sédhiou promet de rendre compte fidèlement au ministre de l'Éducation. Les sports, je retrouve Cheikh Tidiane Diaw. Rebonsoir. Rebonsoir Khalifa, et nous démarrons avec du football. Qui pour épauler Pierre Lechantre à la tête des Lions du Sénégal? La Fédération sénégalaise de football a choisi l'option de l'expertise locale, un choix qui s'annonce pas du tout simple de l'avis de certains observateurs. Je vous propose de suivre ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra, Fatou Bintou Konté et Mor Kharma. Pierre Lechantre, le nouveau sélectionneur national, sera secondé par un technicien local. La révélation est faite par le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, une option diversement appréciée. Nos dirigeants sont si complexés qu'ils ne prennent que des sélectionneurs blancs. Je ne vois pas les techniciens locaux qui ont les mêmes diplômes accepter d'être des adjoints. C'est plus ou moins une façon de ne pas donner les pleins pouvoirs à Lechantre, au nouvel entraîneur. Le nommer pour dire que bon, vous allez entraîner l'équipe, mais on aura peut-être un œil sur vous. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes à l'avance? Parce que je rappelle aussi qu'au Cameroun, Lechantre a eu des problèmes avec son ancien adjoint. L'adjoint du sélectionneur est celui qui dirige l'entraînement des Lions. Quelques noms répondant au profil sont souvent cités. Pour moi, le cercle aussi est restreint au niveau local. Quand on prend quelqu'un comme Ablaye Sarr, bon, il possède le profil. J'ai entendu parler de Alassane Dia. C'est vrai qu'il gravite autour de l'équipe nationale depuis un bon moment. Il y a peut-être aussi l'option Aliou Cissé. Mais les noms d'Abdoulaye Sarr et d'Aliou Cissé sont disqualifiés par nos observateurs. Actuellement, le Sénégal est dans une phase de renouvellement. Et donc, peut-être rappeler Abdoulaye Sarr ne serait pas une bonne idée. C'est un entraîneur neuf dans la mesure où il vient tout juste de débuter dans la fonction, quoi. Je pense que continuer ce travail-là et peut-être attendre dans 2-3 ans qu'il soit plus mûr, plus à même de diriger une équipe nationale. Pourquoi pas? Le nouveau sélectionneur Pierre Lechantre prendra fonction au début du mois de juin. D'ici là, la Fédération sénégalaise de football doit minutieusement faire un bon choix pour la bonne marche future des Lions du Sénégal.
Fatou Kanté, merci. Bouli Dabo, ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Ce jeune homme a décidé de courir de Sédhiou à Dakar pour venir féliciter son champion Balla Gaye 2, vainqueur de Yekini. Le gouverneur de sa région a assisté au départ. Nous aussi, Cheikh Kagnan et Bouli Dabo, donc interrogés par Bakary Konté. Jeune Dabo est un homme exceptionnel. Le maire vient de me dire qu'il en est à sa 2e ou 3e édition. Donc marathon Sédhiou-Dakar. C'est dire donc qu'on a affaire à un athlète né, un athlète de dimension exceptionnelle. C'est dommage que la région n'ait pas valorisé son potentiel. Celui-là, même le pays. Quelqu'un qui peut valoir au Sénégal des lauriers dans sa discipline sportive. Donc nous sommes venus l'encourager et lui souhaiter bonne route. Pour qu'il arrive à Dakar à bon port, à entier, et je crois que ça se fera. C'est un homme que nous admirons, que tous Sédhiou admirent. Vraiment, nous le félicitons pour cette initiative et tous nos voeux l'accompagnent. Je décide pour féliciter Balla Gaye avec son victoire sportivement pour aller à Dakar dans 8 jours. Si je allais boire l'eau dans la chambre. Tu vas faire quoi? À pied ou à vélo ou à moto? Non, à pied, naturellement, sans décourager, sans toucher la vercule. De Sédhiou à Dakar, oui, à 8 jours. Sacré Bouli Dabo, donc quelques résultats de football avant de boucler Khalifa Diarté avec Papis Demba Cissé qui permet pour le moment à Newcastle de battre Chelsea 1-0, donc 12e but pour Papis Demba Cissé. Il reste 100 minutes à jouer entre ces deux équipes, d'autant plus que de l'autre côté, Tottenham est tenu en échec par Bolton, 1 but partout. Et puis en France, Paris Saint-Germain qui mène 1-0 devant Saint-Etienne, qui lui permet de venir à 3 points de Montpellier. En Espagne, le Real Madrid qui peut être sacré ce soir en cas de victoire à Bilbao. Et pour le moment, le score est de 0 but partout. En première heure, Barcelone a battu Malaga 4-1 avec un triplé de Léo Messi. Alors, Cheikh Tidiane Diao, surtout pas oublier de noter dans l'agenda l'arrivée, le jour de l'arrivée de ce jeune. Il faudra être à l'arrivée, Bouli Dabo, il faudra l'accueillir vraiment, il le mérite. Baisse de la fiscalité sur les salaires à partir de janvier 2013, revalorisation des pensions de retraite, des annonces du chef de l'État Macky Sall à l'occasion de la fête du travail. Nous nous y arrêtons ce soir avec le fiscaliste Boubacar Sonko. Tout de suite le point avec Daniel Diouf. Les centrales syndicales reçues par le président de la République ont exprimé leurs préoccupations sociales. Le chef de l'État a promis d'apporter des solutions dans la mesure du possible. Première annonce phare, la baisse de la fiscalité sur les salaires. Je veux simplement vous assurer et vous dire que j'ai pris bonne note également de votre demande de satisfaire l'accord de 2009 en ce qui concerne la baisse de la fiscalité sur les salaires. Ça a été une revendication légitime qui a un coût de 25 milliards, vous l'avez dit, M. Guiraud, mais qu'on ne peut pas appliquer en 2012, mais dont l'application se fera à partir du 1er janvier 2013, c'est-à-dire du prochain budget. Hier, le président de la République a aussi annoncé la décision de revoir à la hausse les traitements salariaux des retraités. L'augmentation également des pensions, je n'ai pas attendu d'ailleurs les messages. J'ai déjà demandé à l'IPRES, je pense que le directeur général ici présent, son conseil d'administration, où vous êtes très bien représenté, je pense donc que c'est vous qui dirigez le conseil. Vous ou le patronat. 7%, ils pourront faire l'effort d'aller à 10%. Reste à savoir la faisabilité des mesures annoncées. Le secrétaire général de la CNTS, très prudent, affirme tout de même que ces revendications sont soutenables car réalistes. Le ministère des Finances sait que c'est possible. La DGD sait que c'est possible. Nous avons de nouvelles autorités, c'est la communauté de l'État. Nous pensons aujourd'hui que si vous voulez réduire la baisse de 25 milliards, ça va se traduire par une refondation donc, du Code général des impôts en ce qui concerne donc le barème des salaires. Parce que nous allons vers une réforme fiscale
où le mode de fiscalité va changer. Comment réussir l'effectivité de ces mesures? La question est posée aux spécialistes. Daniel Diouf, justement, il y en a un sur ce plateau de spécialistes, le fiscaliste Boubacar Sonko. Bonsoir, monsieur Sonko. Bonsoir, monsieur Diakhaté. Alors, une baisse de la fiscalité sur les salaires, pas de problème sur la faisabilité. Nous avons entendu Modou Guiro le dire, mais comment? La faisabilité, d'après ce que Modou Guiro a dit, il y aurait une entente qui serait obtenue sur un montant global de 25 milliards. Maintenant, comment on va répartir ces 25 milliards? Il y a deux propositions qu'on pourrait faire. La première proposition, c'est de jouer sur la base imposable, c'est-à-dire au niveau du salaire imposable du travailleur, on va essayer de faire de sorte que ce salaire soit moins important qu'il n'est aujourd'hui. Donc, l'assiette d'imposition, l'impôt va frapper une assiette qui sera amoindrie par rapport à l'assiette qui existait auparavant. En ce moment-là, la solution, c'est d'appliquer ce qu'on appelle des abattements. On peut, par exemple, prévoir la solution de dire on va considérer qu'il y aura 10 000 francs sur le salaire de l'employé qui ne sera pas imposé. Mais cette solution, c'est une solution qui n'est pas très juste fiscalement parlant, parce que quand vous dites 10 000 francs qu'on va considéré comme non imposable sur le salaire, c'est 10 000 pour l'employé qui gagne 100 000, c'est également 10 000 pour l'employé qui gagne 1 million de francs CFA. Donc quelque part, la justice sociale n'est pas obtenue par ce système. L'autre système, c'est le système qui consiste à essayer de voir le droit proportionnel ou le droit progressif. Le droit proportionnel, c'est un droit qui, sur la base d'un taux qui est aujourd'hui de 11%, après un abattement de 700 000 francs à l'année sur le salaire annuel de l'employé, on applique un taux de 11%. L'État pourrait jouer sur ce taux. On peut diminuer ce taux, on peut même annuler ce taux. En ce moment-là, c'est pour tous les salariés, il y aurait une réduction sur la base d'un taux prédéterminé. Mais du coup, ce serait plus juste, du coup. Du coup, ce serait plus juste. Ce serait beaucoup plus juste. Ce serait d'autant plus juste que le droit progressif, qui est un droit qui joue un peu sur la situation de la famille, donc qui essaie de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre au niveau de la contribution. Parce que quand même l'impôt, tout le monde doit participer à l'effort fiscal national. Tout le monde doit participer à permettre à l'État d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ses ambitions, pour pouvoir réaliser le pourquoi il est là, tous ses droits régaliens, etc. Donc l'État a besoin d'argent pour construire les routes, pour payer les médecins dans les hôpitaux, pour mettre les infrastructures, etc., pour payer les enseignants, construire des écoles. L'État doit trouver cet argent. L'État ne peut trouver l'argent que par le biais de la fiscalité. Du coup, serait-ce erroné de parler de redistribution? Parce que c'est tout de même, au final, une sorte de win-win, de gagnant-gagnant. Si l'on sait que de toute façon, c'est une mesure qui va tout de même augmenter le pouvoir d'achat du contribuable et la TVA, l'attend au tournant. Effectivement, c'est une mesure qui devrait contribuer à augmenter le pouvoir de consommation du contribuable. Puisque là où il payait, admettons, 100 000 francs d'impôts, on lui dit, on va vous réduire les impôts, il y aura un gain qu'il va obtenir. Ce gain, il va le remettre dans l'économie nationale. Ça permettra de rebooster l'économie par la consommation. De fait de cette consommation accrue, il y aura de la TVA, puisque la TVA est une taxe sur la consommation. Donc, quelque part, ça permet à l'économie de fonctionner. Mais également, l'autre système qu'il faudrait envisager, c'est que l'État, aujourd'hui, la demande sociale est très forte. Le président Macky Sall a pris une mesure hardie, c'est celle de décider là où le gouvernement sortant a longtemps hésité tout en étant d'accord sur le principe de base. Le principe avait été obtenu depuis un certain nombre d'années, mais c'était la faisabilité. On nous renvoyait à des études d'impact, à des simulations, etc. Aujourd'hui, le président Macky Sall a pris la décision politique de mettre en œuvre cette mesure. Il y aura, certes, une baisse au niveau des recettes fiscales pour l'État, au niveau du budget. Il faut trouver cet argent ailleurs. Il faut essayer de voir, à mon avis, au niveau des cadeaux fiscaux, au niveau des exonérations fiscales, au niveau de certains avantages fiscaux qui sont accordés et quelquefois qui ne se justifient pas, qui sont quelquefois d'ailleurs induits, essayer de voir à ce niveau-là, est-ce que
et au niveau également de certaines dépenses de prestige qu'on faisait au niveau de l'État, le nombre d'agences qui s'était multiplié. Il y a des niches d'économie qu'on pourrait faire pour essayer de combler le gap qui serait obtenu par la perte des Très bien. Alors, dernière question, nous sommes rattrapés par le temps, Monsieur Sonko. Alors, est-ce ce dernier scénario que vous recommanderiez à l'État? C'est un scénario parmi d'autres également. Le scénario par lequel on devra nécessairement passer un jour ou l'autre, et on va y aller directement, c'est également essayer de voir comment élargir l'assiette fiscale. Aujourd'hui, on a une assiette fiscale qui est réduite à sa portion concrète. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs, ce sont les entreprises structurées, organisées du secteur formel qui participent à l'effort fiscal. Alors, l'effort fiscal doit être un effort national. Il faut voir comment on pourrait arriver à imposer le secteur informel. Il faut mettre le secteur informel dans le circuit fiscal pour que tout le monde puisse participer à l'effort national. Des mesures ont déjà été préconisées, sont déjà mises en œuvre. La contribution globale unique existe. Les retenues à la source de 5% existent. Ce sont des pistes. Il faut connaître le travail et je pense qu'il y a des solutions pour qu'on arrive à... Boubacar Sonko, fiscaliste. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonsoir.